Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera mon bilan culturel du mois d'octobre. J'ai 10 œuvres à vous présenter, 7 films, 2 séries et un livre. Donc sans plus tarder, commençons par les films, plus particulièrement avec un film sorti le 28 septembre, un film d'horreur qui, ma foi, est plutôt une bonne surprise. Il s'agit de Smile. I'm just really scared that something bad is going to happen. Notre protagoniste s'appelle Rose, elle travaille dans un hôpital psychiatrique et elle va se retrouver confrontée au suicide extrêmement brutal d'une patiente devant ses yeux. La particularité de ce suicide est que sa patiente s'est ôté la vie avec le sourire. À partir de ce moment-là, Rose va se mettre à voir des personnes qui lui sourient un peu partout, puisqu'elle est suivie par une entité maléfique. J'ai beaucoup aimé la touche de psychologie dedans, le fait que le film en fait nous place aux côtés de Rose et s'amuse à jouer avec notre esprit, tout comme l'entité s'amuse à jouer avec celui de Rose. Il y a une chose aussi qui convient de remarquer, c'est le fait que le film n'abuse pas des jumpscares, ce qui est appréciable dans le milieu horrifique actuel où tout le monde en utilise. Là, hormis cette séquence à la fin de la bande-annonce, vous savez, dans la voiture, donc je m'excuse aussi pour les personnes que ça a pu effrayer, mais voilà, moi j'adore cette scène, donc je voulais absolument mettre en extrait. Bref, hormis ce passage-là, globalement, on a pas énormément de moments qui font sursauter, et si c'est le cas, c'est avec des idées plutôt originales. Disons que le film fait preuve de créativité pour introduire ces jumpscares, là où il se contente pas simplement de mettre, vous savez, un personnage dans le coin de l'écran comme on a l'habitude de le voir. Pour conclure sur Smile, j'aimerais me référer à une critique que j'ai lue dans Libération qui me semblait très juste. Et en fait, elle posait le contexte en disant qu'à l'heure actuelle, dans le milieu horrifique, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et donc Smile, avec cet aspect psychologique, avec le fait que le film n'abuse pas de jumpscare, bref, le fait qu'il se démarque avec un certain concept, bah ça en fait l'une des jolies surprises de cette saison. Passons au deuxième film que j'ai à vous présenter. Là pour le coup je sais que ça va faire parler parce que j'ai eu de nombreux débats avec mes copains de classe parce qu'ils étaient pas du même avis. Et voilà, on a eu pas mal de débats là-dessus. C'est le film Novembre de Cédric Jiménez. Il y aurait 2 terroristes, peut-être 3, en fuite dans Paris. Je veux que tous les indiques, tous les infiltrés, tous les flics de France se coordonnent. Dans novembre, nous suivons les 3 jours qui ont suivi les attentats du 13 novembre aux côtés des forces de l'ordre parisiennes. Nous suivons leur enquête dans cette période resserrée, sauf que le film, eh bien, il ne va pas au-delà. On est purement dans l'enquête. Il se penche uniquement sur le factuel sans jamais laisser de la place à ses personnages. Je me demande si le fait de se concentrer uniquement sur le factuel, ce n'est pas aussi une manière pour Cédric Jiménez de ne pas avoir à traiter l'aspect humain autour de l'événement, la manière en fait avec laquelle les forces de l'ordre vont le vivre personnellement, parce qu'en fait on n'a pas réellement de scène de vie des forces de l'ordre, on les a au tout début du film, donc juste au moment où l'attentat débute, mais on n'en a pas en fait à d'autres moments. Ce qui fait que les personnages sont effacés, ils sont uniquement là pour remplir un rôle, on est constamment dans l'action. Ce qui en fait un film efficace, certes c'est un parti pris que je respecte, mais du coup ça en fait aussi sa plus grande faiblesse, c'est que le film manque cruellement d'émotion. Alors, je vais pas faire ma mauvaise langue, on en a dans la seconde partie du film, avec le personnage de Samira. Je vous dirai pas plus de détails sur son rôle, mais voilà, c'est un personnage qui a une place clé dans la seconde partie du film, et pour le coup, moi j'ai largement préféré la seconde partie justement parce qu'on traite bien plus cet aspect-là humain, le fait que bah voilà, les forces de l'ordre ce sont des humains aussi, et certes des fois ils parlent de leur de l'absence, j'allais dire de leur nuit de sommeil, non, plutôt de l'absence de leur nuit de sommeil, mais globalement l'aspect humain, on va dire, s'arrête à là. Et donc le personnage de Samira apporte un peu de, comment dire, un peu d'humanisme finalement dans ce film. D'autant plus que l'Atrax c'est l'unique élément scénaristique du film, que ça évoque donc des choses qu'on sait déjà, et que finalement moi j'ai du mal à voir la plus-value du film, parce que si vous voulez savoir comment se sont déroulées, on va dire, les investigations après l'enquête, il y a des documentaires là-dessus. Regardez-les, je pense que Novembre, en fait on n'a pas besoin d'une œuvre de fiction pour nous raconter ça, il y a d'autres choses qui le font très bien. Et l'unique aspect en fait sur lequel le film aurait pu se démarquer,
c'est sur sa forme filmique, sur sur le fait d'être un film en soi. Sauf que Cédric Jiménez, il ne s'empare jamais de la forme filmique. On reste sur des discussions autour, qui font, vous savez, plein de photocopieuses et de machines à café. Disons qu'on aurait au moins pu avoir un enrobage qui aurait justifié la raison d'être de ce film. Le seul moment où le film a un réel apport, c'est lorsqu'il s'émancipe du blabla factuel, donc des discussions champ contre champ sur l'avancée de l'enquête, et qu'on part vraiment dans des scènes de tension. Je pense notamment donc dans le dernier acte, c'est l'une des dernières scènes. Je dirais plus de détails, mais c'est une scène qui coupe le souffle. En fait, pendant 3 minutes, vous êtes vraiment avec ces forces de l'ordre qui essayent de rentrer de force dans un appartement. Voilà, les informations s'arrêtent là, on va dire, vous découvrirez en regardant le film. Mais ça, c'est un moment qui est extrêmement prenant. Et donc, ces scènes d'action sont vraiment, pour moi, le seul intérêt de ce film. C'est pour ça que je comprends que des gens puissent aimer Novembre. D'ailleurs, quand on regarde les critiques spectateurs, la plupart sont ravis, hein. Mais c'est un film qui en fait se veut efficace, mais qui du coup ne va jamais présenter ses personnages, ne va jamais leur accorder du temps. Et ouais, c'est ça qui manque en fait dans Novembre, c'est que c'est un film qui est froid, c'est un film qui manque d'émotion. Troisième film que j'ai à vous présenter, c'est L'Innocent de Louis Garrel. Je comprends pas, c'est chez qui ici? Mais c'est chez nous. On est en plein centre-ville, avec quoi t'as payé ça? J'ai trouvé un flingue dans sa poche tout à l'heure. Quoi? Ce type est dangereux, il me ment depuis le début, quoi. Regarde comme elle est heureuse. Regarde. Tu sais que je pourrais te faire descendre dans la journée si je voulais. Ah non, tu peux pas puisque t'aimes ma mère. Ce film raconte l'histoire d'Abel, dont la mère, Sylvie, se marie avec un homme sorti de prison. Abel, persuadé que cet homme lui veut du mal à sa mère, va tout mettre en œuvre pour la protéger. Il s'avère que Michel, ce nouveau compagnon donc, a une idée bien précise en tête, se lancer dans un braquage de boîtes de caviar. L'Innocent, c'est un film qui fait la part belle aux femmes. On va venir inverser les stéréotypes en changeant les rôles, c'est-à-dire qu'ici, la personne qui doute, c'est Abel, c'est lui qui a la frousse face au braquage, tandis que sa meilleure amie, Clémence, elle est extrêmement excitée à l'idée d'y participer et n'hésite pas à pousser en fait Abel à participer à ce braquage-là. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir dans les films policiers assez machistes, ici ce sont les femmes vraiment qui vont venir initier des choses, ce sont des éléments moteurs. J'aime beaucoup l'humour de Louis Garrel qui s'appuie sur un certain cynisme. Ça passe par l'oral, donc dans les dialogues, à travers des blagues qui sont dites, mais aussi par l'image. Je pense à une scène où on voit vraiment le bonheur de cette mère Sylvie qui vient de se marier, et juste après on a un plan sur le verrou de la prison qui se ferme. C'est des non-dits, mais c'est des non-dits qui font rire en fait. Et voilà, l'humour cynique de Louis Garrel, il passe à la fois par les dialogues, mais aussi par l'image. On va parler d'un film qui figure dans mon top 10 de cette année, sans aucun doute. J'ai eu la chance de le présenter lors d'une séance au cinéma, on va revenir là-dessus. C'est le tout nouveau long métrage de Michel Oslo, Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse. Je voudrais qu'elle se passe en Égypte. Non, au Soudan. Non, au Maroc. Non, en Auvergne. Ceux qui n'ont qu'une histoire n'ont pas beaucoup d'imagination. Une histoire d'abord avec une femme. Non, d'abord avec un homme. Un beau garçon, je veux le voir. Ça y est, il est trouvé. 3 contes, 3 époques, 3 univers. Le premier se déroule en pays de Kouch, donc l'actuel Soudan, où un jeune homme va tenter de devenir pharaon d'Égypte pour conquérir sa belle. Un deuxième conte, l'histoire d'un beau sauvage en Auvergne qui pille les riches pour donner aux pauvres. Et enfin, l'histoire d'une princesse et d'un vendeur de beignets. Michel Oslo, c'est une merveille de notre patrimoine français. C'est un réalisateur qu'il faut chérir tant ses contes émerveillent les petits comme les grands. Je pense à Azur et Asmar, je pense à Kirikou, je pense à Prince et Princesse. Là, Michel Oslo est donc de retour dans nos salles avec ce film qui compile 3 histoires. Je vous le disais tout à l'heure, ce film est assez particulier parce que j'ai eu la chance de le présenter au cinéma. Pour vous remettre dans le contexte, j'ai été réaliser un reportage dans un cinéma associatif, donc pas très loin de Lannion. L'article n'est pas encore sorti, mais je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller le lire. Donc j'ai été avec un camarade de classe, donc visiter cinéma associatif. Un cinéma associatif, c'est donc un cinéma qui est dirigé par une organisation de bénévoles, ce qui fait que voilà, c'est vraiment des bénévoles qui font tourner ce cinéma. Et il s'avère qu'après avoir discuté avec la gérante du cinéma, elle nous a expliqué qu'elle avait horreur de prendre le micro lorsque des invités viennent. Donc elle nous l'a proposé, ce qui est une opportunité assez exceptionnelle pour mon camarade de classe comme pour moi, parce que en tant que fan de cinéma et en tant que personne aussi qui se destine à faire du journalisme culturel, évidemment que interviewer des personnalités du cinéma, c'est
c'est juste une opportunité totalement exceptionnelle pour nous deux. Donc voilà, moi j'ai eu l'occasion de présenter le film Le Pharaon sauvage et la princesse en compagnie du réalisateur Pascal Le Pennec. Notre rôle, pour faire simple, c'est donc d'introduire la personnalité, de faire un petit retour sur son parcours, de lui poser quelques questions, puis d'animer les questions-réponses avec le public. On est face à 3 styles graphiques différents et chacun en fait emprunte à l'un des classiques de Michel Oslo. Dans le premier conte, celui sur le pharaon, on a une animation en 2D comme dans Kirikou. Dans le deuxième conte, donc sur Le Beau Sauvage, on est plutôt sur une animation en ombre chinoise à la Prince et Princesse. Et enfin, dans le troisième conte sur La Princesse et le Vendeur de beignets, là on part plutôt sur quelque chose en 3D comme dans Azur et Asnar. Certes, on a 3 histoires qui se déroulent à des moments bien différents, mais toutes ont un thème commun, c'est la remise en question de la figure parentale. Bon, alors c'est une figure parentale particulièrement tyrannique, hein, il faut se l'avouer, dans l'objectif en fait de conquérir la liberté. De toute manière, les œuvres d'Oslo en général transmettent de très belles valeurs, donc je vous invite chaudement à envoyer vos frères et sœurs, vos cousins, vos cousines, vos parents, vos amis et vous-même juste profiter d'Histoire d'Oslo parce que peu importe votre âge, vous prendrez forcément du plaisir à les regarder. Je vous parlais des séances que j'ai animées au cinéma, il s'avère que l'un de mes camarades, donc celui qui était avec moi pour faire le reportage, en a également animé une avec Gilles Perrette, le réalisateur du film Reprise en main. Berthier va être acheté par des charognards. Moi, je peux pas laisser faire ça. Et pour ça, j'ai besoin de vous. On va monter notre propre fonds d'investissement. Donc toi, t'es financier maintenant. T'as bien l'allure avec tes chaussures de marche. Merde! Le projet Berthier prend l'eau. Ah bah il est en forme le conseil d'administration. Cédric travaille dans une entreprise de mécanique en Haute-Savoie, une entreprise qui visiblement va être prise par de nouveaux investisseurs. Sauf que Cédric et quelques-uns de ses amis employés sont bien décidés à ne pas se faire manipuler en fait par des financiers et vont décider de tenter l'impossible, racheter l'usine par leurs propres moyens en se faisant passer pour des financiers. Je pense qu'avant même de parler du film, il faut présenter Gilles Perrette parce que ça a vraiment un impact sur l'intrigue. Gilles Perrette, c'est donc un réalisateur de documentaires engagés. Il en a notamment réalisé un sur Jean-Louis Mélenchon, un sur les Gilets jaunes, bref. C'est quelqu'un qui, sur le spectre politique, pourrait être placé très à gauche. Et avec ce film, il signe donc sa toute première fiction. Il fait donc ses premiers pas dans la fiction en parlant de quelque chose qui lui tient à cœur, de quelque chose qu'il connaît bien, puisque lui-même a grandi en Haute-Savoie, point central du film en fait, puisque l'intrigue se déroule là-bas. Son père a lui-même bossé dans les entreprises de mécanique, de pièces automobiles donc. Il y a également le fait que voilà, il y a beaucoup de scènes qui ont été tournées dans des lieux de son enfance, avec des voisins, avec des cousins, avec des amis. Bref, il a vraiment fait appel en fait à ce qu'il connaissait et à ce qu'il aime. Et dans le film, on a vraiment cet amour de la région, parce que la région est vraiment très bien filmée. Cet amour du manuel aussi. Le film se veut être une comédie sociale, donc il y a toute une dimension humoristique autour. Gilles Perrette expliquait, lorsqu'on l'a rencontré, que justement ce côté humoristique là en fait ça permettait de ne pas perdre le spectateur parce qu'il y a énormément de blabla financier on va dire et que ça pourrait en perdre plus d'un. Sauf que voilà, le côté humoristique ne parvient pas à empêcher les spectateurs de décrocher. Déjà parce que l'intrigue met énormément de temps à se lancer, c'est-à-dire que nos protagonistes décident de se faire passer pour des financiers au bout d'1 heure de film. Comment vous dire que c'est un film qui dure un peu moins de 2 heures, ça rame un peu on va dire. Le film est peu accessible, il faut se le dire. Gilles Perrette use et abuse de vocabulaire technique sans toutefois les expliquer. Alors heureusement il y a le personnage de Finnegan Oldfield donc qui lui est financier et qui fera un peu la liaison entre les grandes entreprises et nos protagonistes. Donc voilà, il n'hésitera pas à traduire pour nos personnages les mots compliqués parce que nos personnages ne pichent pas non plus un mot du langage financier comme la majorité des spectateurs. Mais c'est vrai que ce personnage-là n'est pas tout le temps présent et donc il y a plusieurs scènes quand même où on utilise du vocabulaire complexe et je pense que tout le monde n'aura pas forcément les moyens en fait pour les comprendre. Selon moi, Reprise en main, c'est vraiment un film que vous pouvez regarder si vous avez soit une culture d'entreprise, soit une culture de gauche. Et ça, malheureusement, c'est un problème parmi d'autres, parce qu'en plus, on a un immense manichéisme, c'est vraiment les méchants financiers contre les gentils prolos, et j'ai rien contre ça, personnellement, je trouve ça assez intéressant, mais du coup, je trouve que ça manque de nuances, en fait. C'est trop gros sabot, quoi. L'écriture est vraiment lourde, vraiment, ça manque de finesse, et à cela se rajoute aussi une mauvaise direction des acteurs, parce que
On a des acteurs qui sont vraiment chouettes pour le coup, on a Pierre Deladonchamp, on a Finnegan Oldfield, qui sont de bons acteurs, mais ils sont mal dirigés, ce qui fait que le film manque de justesse dans son ensemble en fait. Avant-dernier film, on passe dans quelque chose de bien plus sombre, du film français aussi, c'est Bowling Saturn par Patricia Mazuy. Nous y suivons deux frères, Guillaume policier et Armand marginal, c'est littéralement comme ça qu'il est défini dans le résumé. Et donc à la mort de leur père, Guillaume va offrir le bowling familial, va le proposer en gérance à Armand, sauf que ce nouvel héritage va plonger les deux frères dans un gouffre de violence. Bowling Saturn, c'est un film noir ultra violent. J'insiste vraiment sur le terme violent parce que selon moi, la catégorisation moins de 16 ans est largement justifiée. C'est difficile de ne pas parler de la scène de violence inouïe qui intervient au terme du premier tiers du film. Une scène durant laquelle la caméra est crue, elle n'oscille jamais et elle filme de manière presque méthodique en fait la violence, donc du bourgeon de la violence, du moment où la pulsion violente apparaît jusqu'à la fin du geste et ce qui se passe après. Le fait que cette caméra elle ne bouge jamais, ça nous rend nous spectateurs impuissants. On est des témoins impuissants qui assistons à cette scène et on s'en veut aussi de ne pas avoir vu les premiers signes en fait, parce que les signes avant-coureurs, voilà, ils nous ont pas sauté aux yeux et en fait on ne le réalise que lorsque les premiers gestes violents commencent à apparaître. C'est-à-dire qu'on observe ce qui ne semble qu'être une banale scène de sexe jusqu'à ce qu'on réalise que tout a vrillé en fait, sans même qu'on s'en rende compte et que les signes avant-coureurs ne nous ont pas alertés. Vous l'aurez peut-être compris, mais Bowling Saturn c'est donc un film qui parle de la masculinité toxique, du mal M-A-L-E qui fait le mal M-A-L. Ce n'est pas sans rappeler le film Men sorti au mois de juin, dont je vous ai parlé dans mon bilan culturel du mois de juin. Là on est vraiment sur une idée de dépeindre la prédation masculine sous toutes ses formes. La seule chose qui me rend un peu triste, et c'est pas en lien avec le film lui-même mais plutôt avec sa distribution, c'est que Bowling Saturn n'est distribué qu'à 47 copies en France, ce qui est ridicule en fait. Il y a très peu de salles qui diffusent et si jamais vous en avez une près de chez vous, je vous encourage à aller voir ce film parce que c'est vraiment le genre de cinéma que selon moi il faut soutenir, tant c'est en fait original, tant c'est une proposition qui change de ce qu'on a l'habitude de voir et voilà, n'hésitez pas, mais à condition voilà, d'être prêt à ce que vous allez voir, au fait que c'est un film d'une violence exceptionnelle. Dernier film, immense coup de cœur, c'est La conspiration du Caire de Tariq Saleh. شوف لي ملك جديد ويفضل يكون طالب جديد لسه بشوفه. آدم هو نموذج للطالب المثالي. عندكش قرايب هنا في مصر؟ لا محتاجينك تساعدنا. احنا بنعتقد ان الاخوان اخترقوا الازهر. Notre histoire se déroule en Égypte, plus particulièrement au Caire, et notre protagoniste c'est Adam, un jeune garçon, fils de pêcheur, qui va intégrer, grâce à une bourse, la prestigieuse université d'Al-Azhar. Pour vous donner une idée, l'université d'Al-Azhar, c'est l'épicentre du pouvoir de l'islam sunnite. Mais le jour de la rentrée, le grand imam à la tête de l'institution meurt soudainement. À son insu, Adam va se retrouver au cœur d'une lutte pour le pouvoir entre les institutions politiques et religieuses du pays. Ce film montre la manière avec laquelle l'État égyptien veut s'emparer de tous les pouvoirs, y compris du pouvoir religieux, puisqu'il va se servir d'Adam comme d'un agent double pour tenter de mettre la personne de leur choix sur le siège du grand imam. Parce que, en effet, si le gouvernement parvient à placer la personne qu'il souhaite sur le trône, eh bien ils auront alors la maîtrise sur le reste finalement des autorités religieuses, puisque comme je le disais un peu plus tôt, le grand imam est à la tête d'Al-Azhar, Al-Azhar qui est vraiment considéré comme l'épicentre de la religion sunnite. La conspiration du Caire, c'est le prix du scénario du Festival de Cannes 2022 et c'est absolument pas surprenant parce qu'on est sur un récit qui nous tient en haleine, vraiment. C'est palpitant, il y a une incapacité à décrocher de l'écran et pour parler à titre personnel, en fait, j'étais tellement prise dans cette histoire, tellement prise par le personnage d'Adam, on va y revenir, que je voulais pas quitter en fait ce monde-là et je sais que ça a été très difficile de décoller de mon siège parce que voilà pendant 2 heures j'étais juste mais scotchée quoi. Adam justement est interprété par Taoufik Barom
Donc un acteur qui s'est rasé pour ce rôle puisque Taoufik Barom est bien plus âgé, il a la trentaine et ici il incarne un jeune étudiant. Et en fait c'est assez surprenant parce que c'est quelqu'un qui a vraiment un visage juvénile pour le coup, un visage, on le surnomme l'ange, l'agent double qui fait la liaison donc entre Al-Azhar et le gouvernement. On le surnomme l'ange et en fait vraiment Adam il a un visage angélique. C'est un garçon qui est si innocent qu'on ne peut que se prendre de compassion pour lui. Ce qui est assez étrange c'est que le film il n'innove pas particulièrement autant dans son scénario qui est inspiré du roman Le nom de la rose que dans sa réalisation en fait. Mais le réalisateur investit si bien les codes du genre qu'on ne peut vraiment qu'être pris par ce récit. Nous allons passer aux séries et je vais vous parler d'un animé sorti sur Netflix au mois de septembre qui a connu un immense succès. C'est un animé inspiré d'un jeu vidéo appelé Cyberpunk 2077. L'animé n'est nul autre que Cyberpunk Edge Runners. D'abord, il convient de poser le décor. Nous sommes dans un univers où il est possible de modifier son corps à volonté. L'homme a été dépassé par la technologie, tout le monde est muni d'une puce dans son cou et il y a la possibilité d'y installer des programmes, donc un programme pour apprendre une langue, un programme pour mieux connaître l'histoire, un programme pour devenir plus puissant, pour maîtriser des arts martiaux. Bref, il existe en fait de nombreux moyens de transformer donc à la fois son corps mais aussi ses propres capacités à l'aide de la technologie. Notre protagoniste c'est David Martinez, un garçon qui va perdre sa mère dans un accident et qui va donc se retrouver à la rue. À partir du moment-là, il va rejoindre un groupe de mercenaires et devenir un cyberpunk. Comme je vous le disais, c'est un animé qui est inspiré du jeu vidéo Cyberpunk 2077, donc il s'inscrit dans le même univers. Je n'ai pas joué au jeu, mais de ce que j'ai pu lire, les fans étaient visiblement très impressionnés par la manière avec laquelle l'animé a su retranscrire le jeu. Le point fort de Cyberpunk, c'est vraiment cet univers avec son atmosphère poisseuse, son atmosphère sale, on est dans les bas quartiers, c'est vraiment plutôt, on va dire, malfamé, et on a la nudité et la violence qui sont omniprésentes. Je sais que certains s'appuient sur reprendre, mais pour ma part, je trouve que ça s'inscrit justement à merveille dans cet univers qu'on pourrait presque qualifier de décadent. En revanche, l'intrigue est assez basique. Je vous l'ai dit, c'est l'histoire juste d'un garçon qui va intégrer un groupe de mercenaires, et donc on va suivre leurs aventures. C'est quelque chose d'assez basique. Quant aux personnages, les personnages secondaires déjà ne sont définis que par un seul critère, et globalement ne sont pas assez développés. Et c'est la même chose pour les protagonistes, donc on a deux personnages principaux, David et Lucie. Donc Lucie c'est l'une des membres du groupe de mercenaires dont David va tomber amoureux et voilà, ils vont avoir une relation. Mais ce sont donc nos deux personnages et en fait ils ont des développements narratifs, mais globalement c'est des choses qui sont attendues en fait. On sait d'avance où l'histoire va aller. Et moi il y a juste un autre point qui m'a dérangé aussi, c'est le fait qu'il n'y a pas de réelle remise en question du fait de tuer. La valeur en fait des vies n'a pas l'air de compter, dans le sens où on est sur des personnages qui tuent sans vergogne en fait. Ils ne se posent jamais de questions lorsqu'ils tuent, sauf une fois. Je dirais plus de détails, ça sera à vous de le découvrir si jamais vous regardez l'animé. Mais j'étais assez surprise en fait par cette, pour le coup, banalisation vraiment du fait de tuer. Dernière série sortie sur Netflix au mois d'octobre, à la toute fin du mois d'octobre, c'est Le Cabinet de Curiosité de Guillermo del Toro. Buried in it. Welcome. Welcome to my cabinet of curiosities. Nous sommes sur une série d'anthologie composée de 8 épisodes, tous des récits d'horreur, chacun réalisé par une personne différente. Le Cabinet de Curiosité, c'est un mode de diffusion assez atypique puisque jusqu'à Halloween, on avait donc 2 épisodes tous les soirs. C'est un mode de diffusion en fait assez innovant que Netflix n'avait jamais tenté et j'ai trouvé ça assez sympa parce que tous les soirs, voilà, avant Halloween, t'avais des 2 petits épisodes du Cabinet de Curiosité à découvrir. Chaque épisode commence par un monologue de Guillermo del Toro qui introduit l'épisode à venir, donc sa thématique ainsi que son ou sa réalisatrice, un peu à la manière de Hitchcock présente, vous le voyez. Donc ça, c'était une série qui était diffusée entre 1955 et 1962, si je me trompe pas, et qui était également une anthologie. J'ai beaucoup aimé la variété des genres présents, qui va donc de la body horror, on est vraiment sur de l'horreur physique, la transformation des corps, on est aussi sur du thriller psychologique, sur du fantastique, sur des moments où il y a simplement l'ambiance qui est angoissante, mais ça suffit, vous savez, à vous faire frissonner.
Bref, on a vraiment tout un tas de genres, on va dire de variations de l'horreur qui sont proposées. Et pour le coup, c'est assez intéressant. Le seul problème, et c'est le risque avec ce genre d'œuvre, avec ce genre d'anthologie, c'est que c'est inégal. L'anthologie est inégale, forcément les épisodes sont réalisés par des personnes différentes à chaque fois, et donc il y a des récits qui sont bien moins intéressants que d'autres. Enfin, nous allons parler d'un essai écrit par la journaliste et romancière française Marie Charelle, Qui a peur des vieilles. Un essai qui se concentre sur l'agisme étant le regroupement de toutes les formes de discrimination possibles par rapport à l'âge. Dedans, il y aborde tout un tas de thématiques liées au fait de vieillir. C'est par exemple la place des femmes âgées au cinéma, c'est aussi la chirurgie esthétique, entre autres. J'ai aimé la variété des points de vue, le fait que elle dit-il à la fois des références sociologiques, des références culturelles, des références historiques, ainsi que des témoignages de femmes, autant que sa propre expérience, en fait, son expérience personnelle. Elle nous invite à inverser la vision que nous avons du vieillissement et de montrer cette période plutôt comme vous savez, pas forcément l'âge de l'effondrement, voilà, celui où tout s'arrête, mais plutôt celui où tout commence, parce que justement il y a le temps pour découvrir de nouvelles choses, et voilà, c'est vraiment une période que l'on aborde avec sagesse, parce que littéralement âgé, c'est aussi le poids des années en fait qui est là, qui nous permet d'aborder de façon nouvelle les choses qui vont arriver dans notre vie. Et ouais, en fait, elle nous montre que la vieillesse n'est pas l'âge de l'effondrement, mais plutôt l'âge de l'épanouissement. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, vos derniers coups de cœur, ce qui vous a plu ce mois-ci, ce qui vous a pas plu aussi, hein, ça arrive parfois. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.